maintenant à la deuxième séance. À cet effet, j'invite Dr Torres pour animer la deuxième séance. Donc, merci. Bonjour à tous. On passe à la deuxième séance qui est composée de 4 communications et une vidéo. Sans tarder, on invite Madame Abdelaziz Nassera à présenter sa communication intitulée VIH, garde à la banalisation. Et aux attitudes de la population par rapport à cette maladie. Donc, il y a certains moyens qu'on peut considérer qui sont positifs réellement, mais qui ont quand même un impact un peu négatif par rapport à la sensibilisation et par rapport à la conscience de la gravité de la maladie. Par exemple, nous avons le succès des antirétroviraux et l'allongement de la survie, parce qu'avant, on parlait d'une maladie qui est mortelle, mais aujourd'hui, on parle d'une maladie qui est chronique. Donc, la crainte du sida a diminué. Donc, avant, par exemple, dans les années 80 et 90, il y avait une peur atroce de la maladie. Donc, les gens essayaient et trouvaient et cherchaient à prévenir, donc à se protéger de cette maladie. Et malheureusement, maintenant, on voit qu'il y a cette peur de la maladie a diminué de 50%. Et ce n'est pas quelque chose de positif. Dans 22%, donc elle est à 22% de peur, donc ils la prennent comme une maladie, comme les autres maladies, les infections sexuellement transmissibles. Diapo, s'il vous plaît. Donc, le deuxième, donc il y a le souci de pilotage, comme on a dit, la trithérapie. C'est vrai qu'elle a transformé le statut de la maladie, donc d'une maladie qui est mortelle à une maladie qui est chronique. Aussi, donc on aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure, il y a aussi le médicament qui n'est pas vraiment très connu, ce qu'on appelle la PrEP, qui est la prophylaxie pré-exposition, qui existe dans les autres pays. C'est un médicament qui est pris par la personne qui a un comportement à risque. Donc elle le prend avant d'avoir le rapport sexuel à risque. Donc, ici, ce n'est pas pour négativer, c'est-à-dire les résultats de la recherche et les résultats des médicaments, du traitement de cette maladie, mais c'est beaucoup plus pour dire, faites attention, même s'il y a un traitement, il y a toujours un danger. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent chaque année de cette maladie, d'accord? Et c'est une maladie aussi qui ne tue pas directement, mais qui peut aussi, et donc il y a une évolution de certaines infections, ce qu'on appelle les infections opportunistes, comme la tuberculose, la toxoplasmose, et même l'évolution ou l'apparition des cancers chez la personne atteinte de VIH. Donc, aussi, une autre chose, c'est qu'on ne peut pas guérir le sida. C'est vrai qu'il y a un traitement, et c'est vrai qu'il y a des diminutions, donc il y a un allongement de la vie de la personne, mais ça reste une maladie à vie, et le traitement doit être pris à vie. Donc, donc ce traitement, bien sûr, il va empêcher la réplication du virus dans l'organisme, donc il va empêcher aussi donc, la transmission. La transmission donc, de la maladie vers les autres partenaires ou les autres personnes, mais ça ne veut pas dire que ça fait disparaître totalement le virus du sang. Donc, comme on a dit, donc, il faut savoir aussi que c'est vrai que c'est un médicament qui est très efficace, qui a prouvé son efficacité, mais ça reste un médicament qui a aussi des effets secondaires. Donc, parmi les effets secondaires, on a parmi les nausées, les vomissements, les diarrhées, etc. Et on peut avoir des complications encore plus graves, comme l'obésité, donc des problèmes métaboliques, l'ostéoporose, des crises cardiaques, comme l'a expliqué tout à l'heure le professeur. Donc on peut avoir des problèmes cardiaques et l'évolution aussi de certains cancers. Donc le diagnostic, il est très important donc ici pour mettre le point. Le diagnostic, il est très important, mais il est beaucoup plus efficace quand il est fait à un stade très précoce. Quand il est fait à un stade tardif, le traitement ne réussit pas toujours. L'exemple qu'ils ont donné tout à l'heure
et j'ai vraiment apprécié parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de statistiques concernant ce qui se passe dans notre pays, même si on essaye de... On n'a pas des statistiques, des recherches épidémiologiques, on a des chiffres d'une manière générale, mais c'est-à-dire l'exemple qu'ils ont donné tout à l'heure, par exemple à Batna, il y a 24 morts, je crois, 26 morts, donc, parce qu'ils ont été dépistés très tardivement, donc le traitement n'a pas pu jouer son rôle. Donc il faut mettre en tête qu'il y a un taux très important de mortalité pendant au moins de 4 ans après la prise en charge du malade parce qu'il a été dépisté tardivement. Donc la discrimination aussi, on doit parler de la discrimination, elle existe toujours. La discrimination, donc la personne qui est atteinte qui porte le virus de VIH, donc la discrimination n'a pas disparu. Les gens essayent de les sensibiliser, la population, mais le problème c'est que la discrimination existe aussi au niveau du milieu médical et paramédical. Donc j'ai repris une citation ici de la directrice d'une association, donc l'association, comment ça s'appelle, SIDA Action. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit chez le médecin, les personnes atteintes de séropositivité sont toujours obligées de revenir à l'origine de leur infection. Et il y a un jugement de part du personnel de santé. Au mieux, le médecin tombe de sa chaise. Au pire, il refuse de prodiguer des soins. Et c'est une réalité. Donc, c'est des personnes qui sont dans la santé, qui sont conscientes, mais il y a toujours cette stigmatisation du porteur du VIH. Donc, en conclusion, je vais dire, donc, pour aller, comme j'ai dit au départ, dans le même sujet que le sujet donc, de la journée, les campagnes d'information ne doivent pas s'arrêter parce que c'est très important d'informer, c'est très important d'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué tout à l'heure dans le débat. C'est tout le monde qui dit oui, mais la sensibilisation, oui, mais les gens ne sont pas sensibilisés, même si on fait des campagnes. C'est pour ça que moi, je propose autre chose ici. Je propose qu'on fasse des enquêtes au milieu de la société pour savoir quelles sont les connaissances que ces gens-là, le voisin, le collègue, la collègue, etc., la femme au foyer, quelles sont les connaissances qu'elle a concernant le sida, la transmission, la prise en charge, le traitement, pour pouvoir justement organiser des formations, des campagnes, des journées de sensibilisation dans ce sens-là, pour réussir notre campagne de sensibilisation, parce que en fait le traitement préventif, si l'on peut dire, c'est la prévention. C'est la prévention. Donc si on ne prévient pas, même si on traite, ça reste un risque dans la société. Et même s'il y a toujours, donc, dans notre société, si on parle dans notre société, il y a c'est un sujet tabou et c'est difficile d'en parler. Ici, je vais ajouter juste un point avant d'en finir. La dernière fois, il y a 3 jours de cela, j'ai trouvé à la maternité, par exemple, une femme atteinte de VIH, donc il a été apparemment contaminé par son mari, donc avec l'accouchement, etc. J'ai trouvé ça vraiment malheureux, parce que là, c'est des personnes qui sont c'est des femmes au foyer, peut-être qu'elle n'a aucune idée de cette maladie, peut-être qu'elle entend parler, mais elle n'a aucune idée des conséquences, ou bien du traitement, ou bien de la protection, etc. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Merci Madame Abdelaziz pour cette présentation très riche en informations. Elle a pris en considération le côté sociologique, culturel de la société algérienne. Donc on invite M. Abdesmad pour présenter la communication intitulée « Les organisations communautaires et le sida ». Donc c'est la communication appelée au rôle que doivent jouer les organisations communautaires et sida. Donc, cette année, si vous avez remarqué, chaque année il y a un thème. Cette année, le thème qui traite, c'est un thème qui est dédié à qui? Aux organisations qui ont un rôle très important à jouer. Reconnaissant le fait que ces organismes communautaires, etc., ces communautés ne sont pas à leur première classe. C'est la deuxième fois qu'on leur dit. Parce que, quand même, c'est à partir de 88 que l'ONU SIDA a commencé à programmer des journées, commencé à faire des journées de prévention, des journées de sida. En 1992 donc,
on a commencé à donner de l'importance à ces organismes qui jouent quand même un rôle très important. Voilà. Donc, la Journée mondiale contre le sida est organisée chaque 1er décembre dans le monde entier. Elle est le cadre. Je crois que c'est sauté, hein. Là, c'est la première diapo. Non, c'est la première. Bon. La Journée mondiale contre le sida est organisée chaque année le 1er décembre dans le monde. Elle est le cadre de manifestations et de soutien aux personnes qui vivent avec le VIH. Elle commémore les victimes des maladies liées au sida. Lancée en 1988, donc déjà on a 31 ans qu'on a commencé, parce que si vous vous rappelez, au début, avec l'apparition en 81, le premier cas de sida, 83, le virus, c'est l'équipe pasteurière sous le commandement du commandement du professeur Luc Montagnier avec Sherman et bien sûr Françoise Barré-Smith. Et puis, quand ça a donné, on a pensé une pandémie. C'est une pandémie qui touchait le monde entier. Donc, après quoi, donc, on a donné beaucoup d'importance de l'ONU-SIDA, qui a commencé à travailler sur ça. Contre le sida est une première journée internationale dédiée à la santé au monde mondial. Chaque année, des agents des Nations Unies, du gouvernement, de la société civile s'unissent pour mettre des aspects spécifiques au VIH. Chaque journée mondiale de lutte contre le sida est dédiée à un thème particulier. Si je prends par exemple l'année passée, le thème qu'on a traité, c'est l'attrait à quoi? À connaître son statut. C'est le statut sérologique. On a parlé des femmes, on a parlé des jeunes filles, on a parlé des hommes. Chaque année, si on revient en arrière, depuis 88, quand même, on a vu pas mal de thèmes qui ont été dédiés à des personnes données dans la prise en charge de ces patients qui sont atteints du VIH. Le second de cette édition, c'était 2019, c'est bien sûr les organisations communautaires différentes. Cela vient bien sûr s'ajouter à une liste toujours plus longue des défis qui sont en place. Cette date importante, c'est la date du 1er décembre, parce qu'on a fait que le 1er décembre, on doit célébrer la journée du sida. C'est de rendre hommage au rôle joué par ces organisations. Quand même, on a pas mal d'organisations qui jouent un rôle. Peut-être chez nous, on n'arrive pas à trouver des associations qui jouent ce rôle. Pour la simple raison, le sujet en lui-même, le sida, les gens atteints de sida, ça reste un sujet tabou. C'est pour ça, est-ce que vous comprenez un sidien qui va déclarer on va faire une communauté, c'est-à-dire des gens qui vivent du même principe, on va se dire bon on est sidien, ou là on est homosexuel, ou là on est je sais pas moi. Donc ici on revient, c'est-à-dire les Nations Unies, etc., travaillent surtout sur des peuples soit développés, soit des peuples par exemple comme ça se trouve en Afrique, etc. C'est parce que la médecine c'est balbutiement au début. Donc par le passé, organisation communautaire aujourd'hui et par le passé dans la riposte au sida au niveau international, national et local. Leur action, c'est-à-dire je parle des actions de qui? De ces organisations. Elle peut prendre différents types. Bon, il y a quand même un leadership. C'est un leadership et l'engagement, il va faire quoi? Il va nous garantir la continuité de l'éducation. Alors, de la réponse, bien sûr, en mettant l'accent sur les individus et en s'assurant de n'oublier personne. Il ne faut pas stigmatiser les gens, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Donc tout le monde est pris en charge, tout le monde est reconnu au niveau de ces communautés, c'est-à-dire au niveau de ces organisations qui ont ce rôle-là. Les organisations communautaires, qu'est-ce qu'elles regroupent en tant que compte? Elles regroupent des pères éducateurs, c'est des gens qu'on essaie de former pour jouer ce rôle-là d'éducateur. Par exemple, un groupe de sidiens, on essaie de former 2, 3 ou 4, c'est ce qu'on appelle des pères éducateurs, ils essaient d'informer, et pour ne pas dire former, les différents patients qui sont, parce que quand on dit une communauté, on a quelque chose en commun. C'est ça, communauté, c'est-à-dire qu'on a quelque chose en commun, et ces gens-là, quand même, c'est des porteurs ou autres, c'est des toxicomanes, c'est des homosexuels, tout ce que vous voulez, mais l'essentiel, ils ont quelque chose en commun. Ils sont concernés par la maladie, comme les homosexuels, les personnes qui consomment la drogue, bien sûr, surtout la voie injectable, parce que ce n'est pas prendre un petit migot qu'on essaie de faire ça,
et bien sûr ce qu'on appelle des travailleurs ou des travailleuses du sexe, bon, pour ne pas dire des prostituées. Ça concerne aussi des femmes et des jeunes, des conseillers professionnels. Vous allez me dire, et des femmes et des jeunes. Bien sûr, si on essaie, bien sûr, de donner de conseils aux gens, aux adolescents, aux jeunes hommes, aux jeunes filles, etc. C'est bien, faire l'amour c'est bien, mais le faire à moins de risque c'est encore mieux. D'accord? Donc, si vous prenez une demoiselle, vous lui dites, bon, c'est bien de faire l'amour, mais attention, prenez vos précautions. Faites, je ne sais pas, faites votre préservatif, vous faites ce que bon, mais prenez moins de risques. Vous voulez vous droguer, c'est bien, mais simplement, sachez, prendre des risques. Il ne faut pas utiliser la même règle. Donc, au sein des communautés, des prestataires de services à domicile et des organisations. Parce qu'ailleurs, par exemple, dans les villages extra-africains, il y a des gens qui font de la santé, il y a ce qu'on appelle la petite clinique, pour ne pas dire la petite polyclinique. La journée mondiale de lutte contre le sida, c'est une plateforme essentielle. Elle permet de souligner l'importance du rôle joué par les organisations. J'essaie de le voir parce que mon but aujourd'hui, devant cette communication, c'est surtout de démontrer le rôle si important, si pertinent de ces organisations. C'est pour ça que même au niveau de l'ONU-SIDA, ils ont donné plus d'importance. On remercie bien sûr tous les intervenants de ce matin. On nous a parlé en long et en large du virus, le mode de transmission, la recherche, tout ce qui a trait la grossesse et bon. Mais moi, j'essaie plus d'être côté, c'est-à-dire rester terre pour parler qu'est-ce qu'on attend et quel est le rôle de ces comités, ces communautés plus. Communautaire, alors qu'on a aussi un recul, parce que Philippines, à un moment donné, c'était la peur bleue, pour ne pas dire autre chose. Tous les gouvernements essayent d'intervenir, il y a les associations, pour faire quoi? Pour donner plus d'importance, surtout à la recherche des vaccins, recherche d'un traitement, recherche. Mais avec le temps, ça a pris beaucoup de temps. Sachez bien sûr, le 83 Luna, nous sommes au moins à 36 ans. Donc les gens ne donnaient plus d'importance, c'est devenu une maladie comme une autre. Si on se fragilise, donc le point que les gouvernements ne participent plus, etc., cela a fragilisé la continuité des services ainsi que des efforts de sensibilisation. Aujourd'hui, le rôle crucial de sensibilisation joué par les organisations communautaires est plus que jamais. On a toujours besoin, comme on le veut ou non, on a toujours besoin des organisations communautaires. C'est à eux et à eux seuls de jouer ce rôle de conseiller, de donner le maximum de protection pour les gens. Bien sûr, il faut quand même démontrer, voir le mal et comment prévenir ce mal. Que le sida continue de figurer parmi les priorités, il faut que le sida reste comme le haut de la liste, bien sûr, et que les droits fondamentaux sont respectés par le pouvoir. Parce que, on laisse chez nous par exemple, le sida, qu'on le veuille ou non, ça reste un sujet tabou. Quelle est la personne qui va se dire je suis sidien ou là je suis un séropositif? Personne ne peut dire ça. Donc, voilà ce qu'on attend des organisations communautaires. Premièrement, les organisations communautaires, qu'on le veut ou non, c'est le meilleur moyen d'atteindre. Atteindre qui? Atteindre les personnes transgenres. C'est des gens qui sont, par exemple, qui sont nés garçons, ils se boivent des filles. C'est les adolescents et les jeunes. C'est les femmes et les filles, c'est les toxicomanes, c'est les homosexuels, c'est les travailleurs du sexe, ainsi que toute personne vivant avec le VIH. Donc, pour pouvoir contacter ça, pour pouvoir atteindre ce type de gens, il faut quand même c'est le rôle qui incube aux organisations communautaires. Deuxième, les organisations communautaires aussi ont un autre rôle. C'est quoi le rôle? C'est qu'elles nous permettent d'ouvrir la voie aux droits humains. Les droits humains, c'est-à-dire, ces organisations, elles agissent pour changer les lois discriminatoires. Il ne faut pas que le malade planifie avec cela. Elles sont là pour surveiller, signaler toute violation des droits humains. Parce que les malades qui sont porteurs du VIH ne sont pas pris en charge. On ne va pas les accepter les hôpitaux, etc. Je me rappelle bien, au départ des années 90, on était sur Alger, sur l'INSP, on nous disait même, à Tizi Ouzou, c'est arrivé que des médecins, des chirurgiens ont refusé d'opérer des gens porteurs des marqueurs. Parce que quand je dis virus, c'est presque plus marqueurs, parce que c'est des anti-VIH positifs. Donc on les a refusés pour les opérer.
il faut aussi, ces organisations, elles s'opposent ouvertement aux discriminations. Elles aident les populations à défendre leurs droits et bien sûr, elles s'engagent en faveur de la santé et des droits de protection. Donc, déjà, on a deux rôles. C'est-à-dire des choses qu'on attend d'eux. Ces communautés ont aussi un rôle, c'est d'investir dans les organisations communautaires longtemps, parce que qu'est-ce que ça permet? En rentrant dans ces organisations, cela permet de faire émerger une nouvelle génération de leaders, renforcer les capacités des réseaux locaux qui sont actifs, qui ne sont pas dormants. Parce qu'attention, il y a un réseau qui peut bien être actif, comme il peut être passif, pour ne pas dire dormant, il est là. Donc si on est actif, etc., au moins des risques, à la moindre crise, on est déjà agile. Et bien sûr, créer des programmes pérennes, c'est des programmes pérennes, c'est-à-dire qui durent tout le temps, pour ne pas dire l'éternité. Il faut faire que les programmes soient, qui vivent avec le temps. Ce n'est pas un programme qui va vivre de 10 ans, à 3 ans, à 4 ans. La communauté, qu'est-ce qu'elle forme aussi? Elle forme un maillon essentiel d'un système de santé moderne. Qu'est-ce qui permet? Promouvoir la prévention, faciliter le dépistage, aider les personnes à utiliser les services de santé, aider les personnes à suivre leur traitement, aider les femmes enceintes à ne pas transmettre le virus à leur vie. Tout ça, on attend de ces personnes-là pour nous conseiller, pour dire de jouer leur rôle. C'est délivrer à domicile le traitement du VIH. Si on s'adresse, on n'arrive pas là-bas. Parce que dans certains pays, les gens syriens qui sont chez eux, bien sûr, on peut leur arriver même le traitement chez eux. Et bien sûr, il faut assurer, c'est le plus important, il faut qu'il y ait un service de santé gratuit. J'ai entendu ce matin, je crois, le professeur Tobal, qui nous parle comme quoi, ici chez nous, bien sûr, la thérapie antirétrovirale, elle est gratuite. Elle est gratuite, parce qu'on ne va pas quand même faire jouer à payer les gens des traitements qui coûtent, je ne sais pas. Les organisations communautaires aussi ont la confiance de la communauté, parce qu'il faut prendre des gens qui ont la confiance de la communauté. Je suis le leader de Ouattara, donc on ne fait plus confiance. C'est être solidaire et fournir une assistance sociale, c'est réduire la stigmatisation. Il ne faut pas qu'on essaie d'éliminer ou de marginaliser ces gens porteurs de ce virus. C'est d'apporter une sécurité et c'est surtout de traiter les personnes avec respect et dignité. Ça ne veut pas dire, parce que je suis syrien, je suis un porteur d'un des marqueurs de cette infection, automatiquement on me laisse à côté. Les organisations communautaires, bien sûr, aussi, un de leurs rôles, c'est d'être, ils sont les premiers sur la ligne d'élévation. C'est-à-dire qu'il faut faire ramener tout ce qui est du nouveau. En quoi? Il faut qu'elle soutienne la recherche des vaccins de demain. Si, ce que vient de citer tout à l'heure madame, par exemple, une association, elle est très connue, elle est très active aussi, par exemple, SIDAction. SIDAction, chaque année, elle essaie de faire un téléthon, genre un téléthon qui se passe, par exemple, en France, un téléthon pour ramasser de l'argent, pour collecter de l'argent. Cet argent, elle est faite pourquoi? Elle est faite surtout pour la recherche, etc. La recherche aussi bien de vaccins ou, bien sûr, de traitements. Ça permet aussi de rechercher ou de trouver de nouvelles plateformes pour toucher le maximum de personnes et pouvoir ainsi leur fournir un service et bien sûr adopter des nouvelles technologies, surtout que maintenant on est pourvu, tout ce que vous appelez les réseaux sociaux, tout ce qui est tous les sites, etc. Voilà, grosso modo, ce que j'ai repris, c'était à partir de ça, j'ai essayé de reprendre tout ça. Voilà, les organisations communautaires, elles font une différence. Comment elles font la différence? Elles font la différence, bien sûr, voilà. Communautaire, sur le moyen d'atteindre, communautaire, droits humains, j'ai repris tout ce qui était dans là, j'ai repris à partir de là. Voilà ce qu'on attend de ces, bien sûr par l'ONU, etc. Merci pour votre attention. Puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Je me présente, je suis Louis Ahmed, étudiant de 3e année hygiéniste de santé publique. Je tiens à présenter un sujet qui est très pertinent parce que beaucoup de gens, on ne dit pas tous, mais la majorité ne connaissent pas vraiment l'histoire du sida, où il était pour la première fois découvert, où il était le premier cas. Donc, je tiens à vous présenter l'histoire du sida. Avec une petite introduction au début, le VIH est un virus qui cause la maladie du sida, qui est un problème majeur pour notre monde ces dernières années. Selon l'OMS,
presque 38 millions de personnes dans le monde vivant avec le VIH en 2018. C'est un nombre très élevé, bien sûr. Et on a aussi observé 1,7 milliard de nouvelles infections ont été recensées en 2018. Presque 23 millions de personnes bénéficient d'une thérapie antirétrovirale en 2018, qui est la thérapie qui permet d'éradiquer le virus du sida. Et presque 770 000 décès de sida ont été enregistrés dans le monde entier en 2018. S'il vous plaît. La définition. Le sida c'est un virus c'est une maladie qui attaque l'immunité de la personne et en particulier les lymphocytes CD4. Vous pouvez passer la diapo. Comme vous voyez ici, c'est la structure du virus. On a une découche lipidique et on trouve aussi des récepteurs qui sont composés de deux types de glycoprotéines, qui est les glycoprotéines 120 et les glycoprotéines 41. Les glycoprotéines 120 permettent la fixation de ce virus dans les lymphocytes et précisément dans les récepteurs CD4. Et après, le glycoprotéine 41 permet la séparation de la découche lipidique pour qu'elle verse le contenu de l'intérieur du virus. Et comme vous voyez ici, il y a aussi le transcriptase inverse et l'intégrase. Ce sont des enzymes qui se trouvent à l'intérieur de l'enveloppe nucléaire, qui permet la construction de l'ADN après deux chaînes d'ARN et l'intégrase qui permet la fixation de ce ADN viral à l'intérieur du noyau de l'antégrase. En utilisant les ribosomes et l'ARN polymérase, elle permet de construire les constituants du virus à nouveau et après ils vont sortir du lymphocyte CD4 par bourgeonnement. Diapo, s'il vous plaît. L'historique du sida. Comme vous savez, c'était en 1980 que les premiers cas suspects de sida ont été observés aux États-Unis. Mais en 1980, les premiers cas de sida, on ne connaissait pas que c'est la maladie, elle s'appelle le sida. En 3 juillet 1981, ils ont trouvé des symptômes épidémiologiques qui indiquent la maladie du sida, qui sont des infections pulmonaires, parfois des leucémies et des amaigrissements et surtout une importante diminution de l'immunité naturelle. C'est en 1982, après 2 ans de la découverte du sida, qu'on a trouvé que le VIH aussi, il est dans le sang. Donc, il peut se transmettre d'un individu à un autre par la transmission sanguine. Diapo, s'il vous plaît. En 1983, le sida a fait des ravages. On a touché presque 251 Américains, dont 99 sont décédés. Il y a aussi l'apparition des nouveaux cas en Europe, et particulièrement en Belgique, qui étaient d'origine des citoyens qui étaient d'origine de la République du Congo. Et là, je veux justement stopper ici. Le Congo, comment la transmission s'est faite? Ils ont, comment dirais-je, un rituel qui fait dans leur mariage qui s'appelle en anglais le blood oath. Le mari et la femme doivent échanger une petite goutte d'eau par un couteau. C'est par ça que c'est transmis de la femme à l'homme et dans toute la communauté. C'est en 1985, après 2 ans, que le premier dépistage, qu'on a fait le dépistage du sang. Et après tout ça, en 1989, ils ont trouvé 138 souches de VIH. Et en 1980, des nouvelles, et on a estimé le sida dans le monde d'1 million. Ça veut dire que tout ça n'a pas stoppé le sida. Et pour conclure, j'aimerais bien dire une petite chose. Après tout ça, on a fait beaucoup de traitements préventifs, on a fait des sensibilisations, mais ça n'arrête pas. Mais sachez-vous que notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déclaré qu'à une seule période de notre humanité, un virus va attaquer. C'était comme on dit, il a dit Wada. C'est ça. Si on s'est fier à notre religion, on aurait déjà eu une petite chose sur cette erreur. Et qu'est-ce que je pose des rêches à la dernière fois? C'est pas par la prévention, c'est par notre croix.
C'est un seul homme, un proverbe américain. If one man can change a habit, the whole community that will follow him. Why? Because they know they are bad habits. Thank you so much. À l'occasion de la journée mondiale du sida, j'ai présenté mon club qui s'intitule le rôle de la sage-femme dans la prise en charge du nouveau-né du cancer. Le plan de présentation, histoire du sida dans le monde, définition et classification selon l'OMS, mode de transmission, sida et grossesse, enfin la conclusion. Le sida est apparu au monde en Amérique du Nord en 1981. L'historique du sida en quelques dates. J'ai choisi la date de 1986, mise en place des premiers médicaments antirétrovirus nommés AZT, AZOV. Et en 2002, la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme avec le soutien de Bill Gates. Et en 2010, une étude montre qu'il y a un gel vaginal microbicide contenant un antirétrovirus bien utilisé pour réduire la mortalité de risque d'infection de VIH chez la femme, utilisé comme préservateur. En 2019, pour la deuxième fois dans le monde, un patient séropositif il manque de virus après une greffe de cellules souches. Le seul cas reconnu à ce jour pour un patient atteint de sida est celui du citoyen américain Timothy Brown qui a réussi à diagnostiquer le sida à Berlin dans les années 1990. En 2010, il y a 25 millions de décédés et 60 millions contaminés dans le virus de VIH. La définition du sida et HIV. Le sida, c'est un syndrome immunodéficience acquise et la forme la plus sévère de l'infection par le virus. Le HIV affaiblit le système immunitaire et conduit à un déficit des cellules immunitaires et des lymphocytes. Il y a deux types de HIV. On a HIV1 et le B répandu. Le HIV2, sa fréquence et sa transmission sont inférieures à celles du HIV. L'évolution de l'infection, on a une infection primaire ou primo-infection qui touche 50% et 50 à 70% des gens au moment de sérocontagion. Et le deuxième stade, c'est l'infection asymptomatique et une infection symptomatique. L'infection asymptomatique est caractérisée par une latence clinique, mais pas une latence virologique. L'infection symptomatique, c'est une période de 10 ans à partir de l'apparition de l'infection. Et le dernier stade, c'est le sida. Le sida, c'est la progression totale des cellules. C'est la progression totale des cellules immunitaires et des lymphocytes et évolue directement vers la mort. Le mode de transmission. Le virus se transmet lors des rapports sexuels non protégés, vaginal ou anal, par voie sanguine, injection de l'or et de la mère de l'enfant. Des précautions ne sont pas précises, comme les préservatifs féminins et les préservatifs féminins et masculins. La femme doit faire des préservatifs féminins et l'homme des préservatifs masculins. Mais le virus ne se transmet pas en crachant et tout ça, en respirant le même air, on s'embarrasse, on partage son assiette ou un verre, en utilisant les toiles, on ne transmet pas. Sida et grossesse. C'est un point positif pour les femmes qui ont un sida. Les études ont montré que la grossesse en elle-même maxillaire ou ne ralentit pas le cours de l'infection par le VIH. Et le recours à des médicaments anti-VIH est un bon système de soutien de santé.
les femmes qui vivent avec le VIH ont désormais beaucoup plus de chances de vivre une grossesse sans problème et de donner naissance à des enfants en bonne santé et séronégativité à l'égard de VIH. Comme on voit ici, le virus de VIH ne peut pas habituellement traverser la barrière placentaire. Mais les anticorps qui ont dans le sang de la mère, elles vont traverser le placenta. La transmission de VIH mère-enfant peut se produire en 3 moments différents. Avant la naissance, c'est un contact, élément de transmission qui précède ça. Et pendant la naissance, le travail d'accouchement, surtout l'accouchement, et pendant l'arrêt. Il y a des facteurs qui augmentent les risques de transmission du virus. Sont la consommation d'alcool et de tabagisme et de drogue, des infections génitales, de l'herpès pendant la grossesse qui ne traquent pas, et un accouchement par voie basse chirurgique, et tout cela causé par une charge virale élevée ou une numération de CD4. Numération de CD4 plus basse. Une perte des os pendant le travail. Comme il y a des facteurs qui augmentent le risque de transmission, il y a des facteurs qui réduisent le risque de transmission. Et comme prévention. Si la femme séropositive, une charge virale faible et une numération élevée de CD4. Donc il y a ici les cellules immunitaires et augmentées. Le traitement actif des infections génitales coexistantes, chaque infection au cours de grossesse, il faut traiter. Une césarienne élective, il faut programmer une césarienne si la charge virale augmentée, il faut programmer une césarienne 38 semaines à méthode. Après l'accouchement, l'administration de médicaments anti-VIH est systématique et l'alimentation en vivant est préférable. La prise en charge d'une femme enceinte, c'est bien. La grossesse. Au cours de la grossesse, le dépistage est par un bilan prénatal. Cela, c'est le rôle de la sage-femme pour sensibiliser les femmes pour faire des consultations prénatales régulières. Si la femme séropositive, un traitement antivirus sera administré après 12 semaines environ pour éviter les fautes hépatiques. La sage-femme doit, si elle découvre que l'enfant a une séropositivité, elle doit orienter vers un physiologue pour prescription des médicaments anti-VIH. Chaque mois, une sérologie de contrôle pour évaluer la charge du virus. Accouchement, la césarienne est programmée en 38 semaines si les conditions parlent bien. Et l'accouchement par voie basse est possible ici. La charge virale indétectable en fin de la grossesse. Et le traitement bien suivi jusqu'à l'accouchement. Maintenant, c'est après l'accouchement, la prise en charge du nouveau-né d'une femme, c'est bien. Un bain antiseptique de nouveau-né. Un prélèvement du sang du cordon systématique. Un traitement monothérapie systématique antivirus pendant 6 semaines de l'heure de l'accouchement. S'il y a un risque élevé, un traitement méthothérapie selon les prescriptions d'infection. Bilan de contrôle dans les 3 jours qui suivent l'accouchement et puis 2 mois, ou la surveillance jusqu'à 1 an et demi. À partir de 2 ans, les anticorps maternels disparaissent définitivement du sang de l'enfant. La conclusion. Rappelez que toutes les femmes enceintes doivent avoir une proposition de test, tout comme leurs compagnons. Les futurs pères ont droit à une consultation médicale proposée après la déclaration de la grossesse. Islam est une religion qui préserve la santé. Donc, تشير الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية إلى أن حالات الإصابة بالإيدز في العالم العربي والإسلامي تزداد، وذلك بسبب الابتعاد عن التعاليم الإسلامية، ولذا نرجو الانتباه إلى خطورة هذا الوضع. وهذه الظاهرة
ومنه نحافظ على أولادنا وبناتنا. وأفضل طريقة أن نعلم ثقافة القرآن الكريم والالتزام بتعاليمه لأنه هو الحل الأمثل لمشاكلنا وهمومنا. Merci beaucoup. Donc, avant d'entamer le débat, on va voir ensemble la vidéo réalisée par l'étudiante Taïba Sheima sur le VIH. C'est quoi le SIDA?
maintenant débat. Est-ce que vous avez des questions pour les intervenants? Pour Madame Abdelaziz, Monsieur Abdesmat et Dembia. Moi j'ai une petite remarque pour la personne qui a La prise en charge, c'est le nouveau-né pour une femme, c'est pas... parce qu'elle est là, bon, je vais expliquer. C'est plus une remarque qu'une question. Vous avez parlé du point de vue infection. Le virus en lui-même ne peut pas traverser la barrière placentaire. Les anticorps qui peuvent traverser la barrière placentaire. Est-ce que d'après vous, les anticorps peuvent donner la maladie? Non, il n'y a pas de risque parce que quand on parle de la transmission verticale de mère à enfant, autre chose, mademoiselle, si on est en primo-infection, c'est clair, si on est en primo-infection, les anticorps ne peuvent pas passer pour la simple raison. Les anticorps en primo-infection sont de nature IgM. Les IgM n'ont pas la capacité de traverser la barrière. C'est-à-dire qu'en réponse secondaire, qu'il y a des IgG. Parce que dans une réponse primaire, toujours elle est caractérisée par des anticorps de type IgM, et puis on a le suivi de Z. Donc, en primo infection, on ne risque pas de voir les anticorps. Et maintenant, donc c'est pas important ce point-là. Alors, Monsieur, à la fin de la grossesse, le risque de transmission est très élevé. Donc, les anticorps qui vont en primo-infection comme les IgG, à la fin de la grossesse devient dangereux. non, c'est pas je peux vous donner n'importe quel pour explication. Dans n'importe quoi. Quand il y a l'acquisition des anticorps, elle peut être aussi bien active que passive. Active, soit on est malade, soit on fait une vaccination. Passive, c'est-à-dire qu'on peut acquérir ça de la mère vers l'enfant. On peut acquérir des anticorps. Donc le passage par exemple. Les anticorps là, il n'y a pas de problème. Même il y a un problème, même si c'est là, c'est IgG. C'est-à-dire, lors de la naissance, un exemple, prenons la syphilis par exemple. La syphilis, comme une mère elle était TPH positive, le nouveau-né il était TPH positif, on va se dire qu'il est peut-être malade, il est pas de syphilis. Simplement, il y a des techniques, entre autres, le FTA-IgM. Parce que si le FTA-IgM il donne positif, c'est-à-dire l'enfant aussi, il a contracté la maladie. Mais si l'IgM de l'ex-mère, il est négatif, cela veut dire que les anticorps qu'on a mis en idose dans le test TPH sont des anticorps qu'il a acquis passivement. Aussi, le sida, il prend un suivi, mademoiselle. Il prend un suivi, après, mais il dit pas. La mère, elle est positive. La mère est positive. Le nouveau-né est positif. Il prend une de l'autre. Parce que c'est là le s'il y a. Donc les anticorps ne risquent pas de transmettre des anticorps. Ils ne vont pas transmettre la maladie. C'est pour simplement, c'est pour... S'il y a une anomalie dans le corps de nouveau-né, les anticorps, deux chambres, mademoiselle, les anticorps, deux anomalie. Puis le corps, elle peut mettre une transformation d'AICV. les anticorps, au lieu des antigènes. Impossible. Mademoiselle, c'est ce qu'on dit, ça. D'accord. Ou de la mettre la vidéo, non? Mettre la vidéo. Il y a des choses comme ça, parce que de nature, je suis curieux, etc. D'un côté, elle dit que le VIH évalue. Elle ne parle pas de la maladie. C'est-à-dire que les infections VIH, comment elles évaluent? Ce n'est pas le VIH qui évalue. C'est pas ça. C'est les infections. C'est opportuniste. Les infections, on a une primo-infection, ceci, vous êtes d'accord avec moi? Primo-infection, ceci, cela, etc. Les anticorps. Deuxième, c'est bien quand même à expliquer ça. La deuxième chose ici, comment le sida se transmet? C'est pas le sida qui se transmet, c'est le virus qui va se transmettre. On ne va pas transmettre le sida, ça se dit pas aussi. C'est des gaz. Non, je dis la remarque. Parce que c'est des remarques. Parce qu'il va dire que le sida se transmet, c'est pas ne se transmet pas. C'est le surtout le sida, c'est le dernier stade. On peut vivre avec le VIH en étant porteur pendant au moins une dizaine d'années, selon les études récentes. Merci. Préparation de la vidéo. Il y a des choses qui ne marchent pas avec le temps. Comment le VIH évolue? C'est la maladie, c'est l'infection par le VIH qui évolue. C'est pas, surtout que tu expliques comment le VIH il y a une passe primaire, il y a ceci. La deuxième chose qui ne peut pas exister aussi,
قلت comment le sida se transmet. Le sida ne se transmet pas. C'est le virus qui se transmet. Le sida ne se transmet pas. C'est que le sida, c'est le dernier stade de la maladie. Merci. Merci. D'autres questions? Concernant M. Benbouya, est-ce que vous avez des questions? نعم؟ Historique du sida. أنا MC بوبيا تاع الإبيديميو. L'hygiéniste. J'ai toujours confondu prévention, épidémiologie, hygiéniste. Pour moi, c'est toujours la même chanson. Parce que je m'attendais à votre travail. Je m'attendais parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le VIH. Je m'attendais à un historique. Oui. Donc, avec le commencement de la chose, comment il a été découvert, etc., l'apparition des tests. Donc, vous n'avez pas vraiment. Parce que je m'attendais à ça. Tu m'as donné vraiment un appétit. L'intitulé, c'est en passant par les différentes étapes, mais je n'ai pas trouvé vraiment beaucoup de choses. Parce que, un exemple simple, au départ, vous connaissez l'équipe, il y a l'équipe pasteurienne, avec l'équipe Montagny, Sherman et Transplantation. Il y a le même problème. Ils ont envoyé ça sur les États-Unis. Ils ont envoyé le virus, une copie. Si tu avais une bête, Robert Gall aussi, il a pris la paternité. Donc en quoi c'est moi qui ai découvert. Il me trouve que je connais le bête, ça t'aide. Les Américains, c'est le HTV3. Parce que c'est un antivirus. Oui. Comment on les appelle? Les Français, ils sont là. C'était au départ. Mais on s'est entendu, Gallo a reconnu son erreur, il s'est dit, bon c'est vrai, c'est une souche qu'on a reçue de Pasteur, l'Institut Pasteur. Mais c'est pour ça, c'est pour te dire, tout ça, parce qu'avec l'apparition des premières trousses, qu'on appelle des trousses ou des kits de dépistage, on a passé par des violons, la ZTQT en premier, on est en troisième, la trithérapie, on est les antérétros. Donc vous n'avez pas vraiment, vous n'avez pas, non je t'enverrai en thérapie. Je m'attendais, parce que tu as parlé d'histoire, je m'attendais à tout ça. Mais tu as été un petit peu, tu as survolé. Non, permettez-moi monsieur, moi quand je sache, parce que les gens quand j'ai des questions, est-ce que vous connaissez le sida, ils disent que les premiers cas c'était en Europe. Mais en effet, les premiers cas n'étaient pas aux États-Unis, mais c'était en 1960 dans le Congo. Le premier cas qui sont venus de VIH. Les gens ne connaissent pas vraiment d'où vient le VIH. Comment permettons-nous de combattre le VIH si on ne connaît pas d'où il vient? Vous m'avez compris. C'est pour le proverbe dit pour combattre quelque chose, c'est pour combattre d'où il est né. C'est juste ou non? Mais c'est des nations mondiales. C'est le pandémie mondiale. C'est mondial. Mais c'est pandémie. Il parle de l'origine. Si on ne comprend pas d'où il vient, c'est pour abattre un arbre. Il y a plusieurs avis sur la source initiale du VIH. Donc, prenez l'Afrique, prenez l'Amérique, prenez en France. Mais la première découverte, c'est après, à partir de la surveillance de la consommation des antibiotiques chez les homosexuels. Oui, en 1980, en Amérique. En Amérique. Oui. Monsieur, parce que ce que tu donnes au Congo, il y a un autre problème qui a commencé avec les années 88-87, avec la transition, avec la guerre entre Gallo et l'Antiquité. On a dit, l'inologie terme, c'est plus une origine de quoi? C'est à partir d'un singe. D'un singe. Donc, تقولي سيد درعي طريق كان من النظريه قديمه نظريه درعي طريق كان الكونغو لا والو بكري يخدموا في فرنسا قالوا لك اجي الانسان حتى توصل سمحوا لي النيكي زيت النيكي كلها سمحوا لي وصلت الواقعه لوما دير رابور سيكسيال avec le singe alors là vous pensez que ça alors فهمونا باش نقول لك هذه حكيت لي انت elle est dépassée باش تحكي لي بس عشان تفهم mais c'est dépassé. Vous êtes d'accord avec moi? On a dit l'origine c'est un singe. Et comment il est passé du singe à l'homme? Ah, il y a eu de la sexuelle. Il y a la transsexuelle. Alors là, je m'attendais à tout ça. Merci. Donc on s'arrête là. Inch'Allah, on a très belle puis on passe à la troisième séance. On va entamer la troisième séance. C'est avec la deuxième communication intitulée « Éducation thérapeutique au cours de l'infection VIH, approche multidisciplinaire ».
qui va être présenté par Dr Boussita. C'est à vous la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Pour une fois-ci, je tiens à remercier le comité d'organisation pour l'invitation. Donc, on va vous parler de l'éducation thérapeutique et l'infection par le VIH. Donc, c'est une approche qui est multidisciplinaire et qui est une question très importante en matière d'infection au VIH. Donc, comme introduction, donc l'infection liée au VIH, c'est une maladie chronique. Et comme toutes les pathologies chroniques, les personnes, ou bien comme toutes les pathologies chroniques, et au cours de ces pathologies chroniques, les personnes sont fragilisées par la durée et la nécessaire permanence de l'inscription dans le soin. L'infection liée au VIH, elle est caractérisée par certaines particularités qui sont supplémentaires, qui sont liées au caractère transmissible et à l'émergence des virus résistants avec des conséquences individuelles sur la santé de la personne et également sur la collectivité. Ainsi, l'impact psychologique et social offre une maladie pas comme les autres pathologies chroniques. Donc, l'éducation thérapeutique trouve ici toute sa place dans une démarche multidisciplinaire qui rend en compte toutes les dimensions de la personne affectée de la maladie, afin qu'elle retrouve ou bien améliore sa qualité de vie. Espérer contrôler l'épidémie aujourd'hui nécessite non seulement de faciliter l'accès au dépistage, mais aussi de maintenir les sujets vivant avec le VIH dans le système de santé et accompagner cette personne avec leur traitement. Donc, tout en maintenant la meilleure qualité de vie possible, ce sont les enjeux de l'éducation thérapeutique du patient dans l'infection VIH. Donc, pour l'historique de l'éducation thérapeutique dans l'infection par le virus d'immunodéficience humaine, donc c'est une histoire qui est récente. L'épidémie du VIH a plus de 30 ans. Les premières années, la pathologie est caractérisée par sa gravité, d'autant plus que la maladie n'a pas du traitement. Donc l'évolution c'était vers le syndrome d'immunodéficience acquise ou bien le SIDA, avec l'apparition des infections opportunistes qui conduisent systématiquement vers le décès des patients. C'est en 1985 que le premier médicament a été mis sur le marché. C'est une seule molécule utilisée seule, son utilisation seule est insuffisante, mais quand même, cette molécule a modifié le pronostic de la pathologie. Et c'est en 1996, c'est l'ère des antiprotéases avec les trithérapies. Donc le but est de bloquer la multiplication virale et c'était la révolution dans le traitement d'infection à VIH. Donc, mais ces thérapeutiques ou bien ces médicaments, ils sont vraiment complexes, c'est-à-dire que le patient doit prendre une vingtaine de comprimés sur 4 à 6 fois par jour. Donc l'accompagnement dans cette situation c'est focalisé sur les thérapeutiques, c'est-à-dire les moyens ou bien les outils de mesure de l'observance et les modalités d'intervention pour améliorer les conditions de prise thérapeutique. Donc l'information et l'éducation des patients permet l'adhésion de ce patient à la stratégie thérapeutique. Donc on parle de soutien multidisciplinaire. Et l'éducation thérapeutique du patient a des intérêts. Donc on va avoir des consultations spécifiques en termes, non seulement de succès immunovirologique, mais également d'améliorer la qualité de vie des patients. Et cette recommandation, bien cette éducation thérapeutique, elle est recommandée avant d'instaurer le traitement antirétroviral chez les patients infectés par le VIH. Donc, c'était les difficultés initialement retrouvées dans la prise en charge du traitement bien de la thérapeutique des antirétroviraux. Donc, c'était une vingtaine de comprimés avec une même observance et donc des résultats néfastes sur les contrôles de ces patients. Donc, en pratique, comment s'intègre l'éducation thérapeutique dans le parcours du patient? Donc, toute personne vivant avec le VIH doit se voir proposer à l'accès du programme d'éducation thérapeutique. Cette prise en charge elle est multidisciplinaire, ne faisant pas impliquer les médecins ou les infirmiers, mais également les autres associations des patients.
À chaque étape, il s'agit de partir de ce que le patient déjà sait pour compléter et adapter les explications sur la maladie et les thérapeutiques, accompagner le patient sur les changements, c'est-à-dire on doit fixer des objectifs de changement de comportement réalistes et pertinents, vérifier de consultation en consultation clinique, aider le patient à trouver des propres solutions, c'est-à-dire on doit éclairer son acheminement et non pas le guider. On doit également identifier les déterminants motivationnels du patient, en quoi les efforts à fournir dans le but final est d'avoir une amélioration de la qualité de vie. On passe. Donc, on pratique également comment s'intègre toujours dans le programme d'éducation thérapeutique. À quel moment, quelques questions qu'on doit répondre, donc à quel moment consacrer du temps pour éduquer son patient. Donc, au moment du diagnostic initial de l'infection de l'annonce de la séropositivité au patient, la consultation d'annonce, elle est importante car elle engage le pronostic ultérieur qui reste à ce jour fortement lié à l'adhésion de la personne au projet thérapeutique et à la régularité du suivi. Donc la consultation d'éducation thérapeutique, elle est plus centrée. C'est-à-dire elle est centrée sur le traitement avec appropriation. Le patient est-il prêt à prendre un traitement? Quelles sont ses motivations? A-t-il des craintes? Si oui, quelles sont ses craintes? Donc, on doit bien sûr dessiner des objectifs et on doit avoir des objectifs thérapeutiques basant sur la charge virale et le dosage des CD4 et également, on doit chercher la gestion des effets secondaires de ces thérapeutiques. On passe. Donc, on passe encore. Donc, l'autre également, quand on doit proposer cette éducation thérapeutique, on a dit, c'est-à-dire l'annonce de la séropositivité de la pathologie initialement au patient, également on doit proposer ou bien on doit intégrer l'éducation thérapeutique lors du bilan annuel de synthèse de comorbidité. Donc, de quoi auriez-vous besoin aujourd'hui pour réussir à mieux vivre avec la maladie? Également, ce protocole doit être proposé lors d'un désir de grossesse ou bien lors d'un échec thérapeutique en cherchant quelles sont, c'est-à-dire les étiologies, bien les raisons pour lesquelles on a un échec thérapeutique. Donc, quelles sont les problématiques rencontrées au cours des séances d'éducation thérapeutique des patients infectés par le VIH? Donc, on sait très bien que l'infection liée au VIH n'est pas une maladie comme les autres. C'est vrai, on dit qu'il s'agit d'une infection qui est chronique. Mais les acteurs investis, ils l'ont dit et toujours le répètent, c'est vrai, c'est une pathologie chronique, mais qu'elle n'est pas comme les autres pathologies. Donc cela reste vrai, malgré les progrès considérables que permettent maintenant de parler de maladie chronique. La maladie, elle reste toujours stigmatisante. On a des difficultés qui sont très variables et la maladie, elle fait éruption dans l'histoire de vie déjà complexe. Chaque sujet a son histoire personnelle, chaque sujet a son histoire affective, familiale, sociale, avec des obstacles rencontrés qui sont souvent intrigués. Donc, on a des problèmes qui sont psychologiques. Accepter de vivre avec le VIH peut prendre du temps. Donc, il est normal que les patients passent par des stades psychologiques aujourd'hui bien connus. On a le choc, le déni, la colère, marchandage, le retour sur soi, plus ou moins dépressif, résignation, acceptation active. Le refus du traitement nous insiste ou bien doit faire rechercher la non-acceptation de la pathologie. Donc souvent, le patient répond au médecin, donc le traitement c'est pour les autres, je n'ai pas besoin, j'ai 22 CD4 et tout va bien. Donc on a également des problèmes ou bien des problématiques psychiatriques. Les troubles dépressifs, les troubles anxieux généralisés sont fréquents, associés à une moins bonne observance. Donc le maladie, à quoi doit prendre le traitement parce que je ne souhaite pas vivre. Ces troubles peuvent mettre en péril le suivi de ces patients et altèrent considérablement la qualité de vie. Ils méritent un dépistage précoce avec une prise en charge adéquate, rapide, multidisciplinaire, avec une orientation du patient vers un psychologue ou bien un psychiatre. Donc, pour les problèmes ou
bien des problématiques psychosociales, la précarité n'est pas synonyme de la pauvreté. La précarité concerne toute personne exposée à des fragilités sociales, culturelles, psychologiques ou bien matérielles. L'isolement est l'un des aspects majeurs de la vie avec le VIH, qui risque de mettre en péril l'accès aux soins et l'inscription dans un traitement et un suivi sur le long terme. Je ne peux pas prendre mon traitement à la maison car la plupart des éléments de la famille ne sont pas au courant que je suis malade. Donc la collaboration des différents acteurs est donc un élément essentiel dans une démarche également multidisciplinaire. On passe. Donc, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées dans la mise en œuvre de programmes d'éducation thérapeutique? On a des problèmes, c'est-à-dire des difficultés liées aux soignants, en particulier aux médecins. Donc, l'éducation thérapeutique du patient n'est pas encore parfaitement compris. Le terme éducation reste connoté négativement et thérapeutique est inadapté puisqu'il s'agit de la vie du patient avec sa maladie sans obligatoirement un traitement. Donc, d'être mal comprise, mal prioritaire de la part de certains professionnels, même si ces nombreuses équipes ont réussi à faire bouger les lignes et intégrer dans leur prise en charge. Donc, il y a également des difficultés qui sont liées au système de soins, à l'organisation ou bien au financement. Donc, le problème du manque de temps représente certainement la première difficulté rencontrée par les équipes. On a également des problèmes qui sont liés aux locaux et également le manque des psychologues dans de nombreuses équipes. Donc, quelques propositions ont été proposées également. Donc, intégrer l'éducation thérapeutique dans la formation initiale des professionnels. Donc, cette formation continue est heureusement relayée par l'institution, c'est-à-dire par les centres de formation en soins infirmiers au niveau des hôpitaux, mais la réflexion doit poursuivre pour intégrer cette formation initiale des différents cursus professionnels, c'est-à-dire aux infirmiers, aux médecins, aux diététiciens et également aux pharmaciens. En conclusion, on peut faire en disant que l'éducation thérapeutique dans l'affection au VIH, elle est née, mais elle n'est pas encore viable. Il nous faut intégrer ce concept nouveau dans les esprits et les actes. Les conditions de mise en place de l'éducation thérapeutique, comme pour les autres maladies chroniques, doivent répondre à des critères de qualité. À des critères, c'est-à-dire ce sont des critères, c'est la multidisciplinarité, la formation des acteurs et l'évaluation des activités déjà proposées. Et je vous remercie. Merci à vous pour cette présentation. Et on invite... Je tiens à remercier le comité d'organisation pour cette invitation. Permettez-moi de vous présenter ma communication intitulée l'anesthésie et l'infection VIH. Donc, au cours de l'évolution de l'infection VIH, la probabilité de recours à la chirurgie, que ce soit une chirurgie récente, une chirurgie programmée ou bien une chirurgie urgente, elle est estimée entre 20 et 25%. L'introduction des polythérapies antirétroviraux, qu'on appelle combine antirétrovirale thérapie, a modifié la présentation de la maladie et a permis d'améliorer le pronostic avec une réduction de la mortalité de la moitié. Donc, lorsque l'anesthésiste réanimateur voulait prendre en charge les personnes qui présentent une infection à VIH, il peut poser plusieurs questions. La première, ça concerne la pathologie elle-même, donc le stade de la maladie, la présence ou non des complications chroniques ou évolutives. La deuxième question, ça concerne le traitement antirétroviral. Est-ce qu'à chaque fois on trouve des difficultés? Est-ce qu'on doit arrêter le traitement avant l'intervention ou bien on doit continuer le traitement? Bien sûr, le traitement antirétroviral, est-ce qu'il va présenter des interactions médicamenteuses avec les produits anesthésiques ou non? Et la troisième question, ça concerne le risque d'accident, d'exposition au son avec les mesures préventives essentielles. Et la quatrième question, ça concerne la prise en charge des patients qui présentent une VIH pour un acte chirurgical, surtout en post-opératoire immédiat,
et en réanimation post-opératoire. Donc, devant tous ces éléments, l'anesthésiste réanimateur doit inciter sur la réalisation d'une évaluation préopératoire adéquate et rigoureuse et une gestion péri- et post-opératoire efficace pour éviter ces problèmes. Et leur méconnaissance augmente le risque d'avoir une prise en charge de mauvaise qualité et bien sûr le risque de compensation du patient au post-opératoire. Donc l'évaluation préopératoire est un temps primordial, donc on doit rechercher toujours des complications liées à l'infection au VIH et rechercher le retentissement de ces complications et le retentissement sur l'acte chirurgical et l'acte anesthésique. Donc, on doit commencer par l'évaluation respiratoire. Pourquoi l'appareil respiratoire? Tout simplement parce que la personne qui présente une infection à VIH, il présente beaucoup plus des complications respiratoires. Les complications doivent être infectieuses, c'est surtout les infections opportunistes. Donc, on a deux infections opportunistes qui sont les plus fréquentes, l'infection de pneumocystose et l'infection par rapport à l'installation du tuberculose pulmonaire. La pneumocystose, bien sûr, pulmonaire, est une pathologie qui peut se manifester par une pneumopathie interstitielle, bilatérale, parfois hypoxémiante, nécessite parfois le recours à la ventilation artificielle et elle peut évoluer vers la fibrose pulmonaire. Donc, devant la fréquence de cette pathologie, la radiographie pulmonaire est justifiée devant tout acte chirurgical. Bien sûr, selon le contexte, s'il y a par exemple une installation de fibrose pulmonaire, donc la nécessité d'explorer fonctionnellement l'appareil respiratoire. Chez les patients qui présentent la tuberculose pulmonaire, qui est une complication fréquente chez les patients qui présentent une infection à VIH, bien sûr, l'infection à VIH elle va modifier la présentation clinique et la présentation radiologique de la tuberculose, avec une possibilité d'avoir des mycobactérioses atypiques. Devant toute anomalie radiologique, la présence d'un infiltrats radiologique incite toujours à évoquer les mycobactérioses atypiques et ça nécessite d'envisager le risque de contagiosité et de mettre toutes les mesures et tous les moyens nécessaires pour les prévenir. Chez les patients qui présentent une bronchopneumopathie chronique, qui sont sous corticothérapie par voie inhalatoire, lorsqu'ils présentent une infection à VIH, ils se traitent sous ritonavir. C'est un antirétroviral qui peut bloquer le cytochrome 450, donc il peut bloquer la voie de métabolisme du corticoïde, et par rapport à ça, il y a un risque d'avoir un syndrome de Cushing iatrogène. Sur le plan neurologique, bien sûr, l'évaluation neurologique elle est primordiale, elle est nécessaire, puisque le patient qui présente une infection à VIH, il peut se manifester par des symptomatologies neurologiques. Et cette symptomatologie neurologique, elle est liée soit à une atteinte de système nerveux central, soit à une atteinte de système nerveux périphérique. Sur le plan central, on peut avoir une atteinte par rapport à une infection opportuniste, c'est surtout la toxoplasmose cérébrale, ou bien c'est lié à une dysfonction cognitive liée au VIH, au virus en lui-même, qui peut s'évoluer vers la démence. Donc il est très important de rechercher ces dysfonctions cognitives en pré-anesthésique et avoir un risque toujours accru de développer une démence post-opératoire, surtout à moyen ou bien à long terme. En ce qui concerne l'évaluation métabolique et l'évaluation cardiovasculaire, bien sûr, des complications métaboliques peuvent se voir en cas d'infection à VIH. Elle est liée surtout au traitement antirétroviral. Donc, c'est surtout les lipodystrophies, les dyslipidémies et la dysrégulation glycémique liée à une résistance à l'insuline. Donc, un monitorage de la glycémie est nécessaire en périopératoire. Bien sûr, les manifestations cardiovasculaires sont liées aux complications métaboliques. Donc, les conséquences cardiovasculaires des complications métaboliques sont surtout l'athérosclérose, la maladie coronaire, la dysfonction ventriculaire gauche, et aussi la maladie thromboembolique veineuse. Donc, c'est se manifester sur le plan digestif par des candidoses œsophagiennes ou bien par des diarrhées d'origine infectieuse. La candidose œsophagienne, ça peut exposer
au risque d'inhalation à l'induction anesthésique lorsqu'il s'agit d'un reflux oesogastrique présent, et elle expose à des troubles hydroélectrolytiques par rapport à des diarrhées, donc avec une perte liquidienne, une perte des électrolytes de façon entièrement importante. L'évaluation rénale, donc le patient qui présente une infection à VIH, il peut se manifester par une insuffisance rénale aiguë, et cette insuffisance rénale a deux mécanismes. Soit le premier, c'est en rapport à l'installation d'une nécrose tubulaire aiguë par rapport à l'administration de traitement antirétroviral, ou bien c'est par rapport à l'installation d'une néphrite interstitielle liée à certains antibiotiques lorsqu'il s'agit d'une infection opportuniste à répétition. Bien sûr, le malade qui présente une insuffisance rénale chronique, lorsqu'on arrive à amener les lymphocytes CD4 à des taux vraiment élevés, avec une charge négative virale, donc la greffe rénale devient indiquée chez le patient qui présente une infection à VIH. Donc, en ce qui concerne la préparation préopératoire, donc la deuxième question qui se pose toujours est de liée au traitement. Parce qu'on a le droit de traiter, d'entamer l'acte chirurgical et sans arrêt de traitement antirétroviral, ou bien non. Bien sûr, par rapport à ça, on doit poser le pour et le contre, on doit évaluer le risque en cas d'arrêt, on doit évaluer le risque en cas de maintien, et on doit peser le pour et le contre pour prendre une décision efficace. En ce qui concerne l'évaluation de risque à l'arrêt de traitement antirétroviral, bien sûr, s'il vous plaît, en ce qui concerne le traitement antirétroviral, c'est un traitement qui a modifié vraiment le pronostic de la maladie, donc de l'infection à VIH. Donc, il a diminué la mortalité de la moitié. Donc, son objectif est la suppression de la réplication virale testée par une charge négative avec une charge soi-disant virale indétectable au niveau du sang. Mais l'adhérence non optimale, une mauvaise adhérence du traitement avec l'interruption itérative, elle peut altérer le contrôle virologique et elle peut accroître la mauvaise mortalité, et bien sûr, elle va augmenter les phénomènes de résistance. Donc, l'interruption de traitement antirétroviraux est potentiellement délétère et doit être précédée de façon raisonnée. L'évaluation de risque en cas de maintien, bien sûr, le traitement antirétroviral expose à plusieurs effets secondaires, y compris les complications métaboliques, donc la dysrégulation glycémique, la dyslipidémie, la lipodystrophie, la pathologie coronaire, etc. Donc, tout ça, il va augmenter le risque d'acidose lactique, il va augmenter le risque d'avoir une résistance à l'insuline, il va augmenter le risque d'avoir une maladie coronarienne, soit en préopératoire ou bien en post-opératoire immédiat. Et bien sûr, le traitement antirétroviral, il peut se manifester par un syndrome qui s'appelle le syndrome de restauration immunitaire ou l'ERIS. L'ERIS, c'est un syndrome de réponse inflammatoire systémique d'ordre immunologique qui se manifeste sur le plan biologique par une amélioration nette, et paradoxalement, la clinique elle va avoir une aggravation avec, soi-disant, une augmentation de l'incidence des infections opportunistes. Diapositive. Donc, on doit établir une stratégie efficace d'arrêt ou bien de maintien ou bien de substitution de traitement antirétroviral. Dans tous les cas, il faut éviter toute interruption thérapeutique. Bien sûr, en cas d'absolue nécessité, l'interruption thérapeutique devra être la plus courte possible dans le temps. Donc, au maximum 24 à 48 heures avant l'interruption. En cas d'interruption thérapeutique, cela devra être porté sur l'ensemble des médicaments afin d'éviter l'émergence des résistances virales. La plupart des médicaments de l'anesthésie peuvent être utilisés de façon ponctuelle sans précaution spécifique. L'association de midazolam à un traitement antirétroviral peut entraîner une majoration de sa pharmacodynamique. Donc, il peut augmenter le risque d'avoir une dépression respiratoire et un état de somnolence profond. En réanimation, le maintien de traitement antirétroviral implique une stratégie active avec un monitorage thérapeutique. Les patients sous inhibiteurs nucléosidiques de la transmétase ont un risque de développer une acidose lactique avec une augmentation de la mortalité jusqu'à 50%.
il existe un risque de dosage, de surdosage de benzodiazépine en association avec les inhibiteurs non nucléosides de la prostétase inverse et en association avec les antiprotéases. Et la première question qui se pose devant les patients qui présentent une infection à VIH en cas d'acte anesthésique, comment on peut gérer notre intervention en évitant les accidents d'exposition au sang. Bien sûr, le risque de transmission de VIH appelé piqûre accidentelle est de l'ordre de 0,3%. Sur les muqueuses, il est de l'ordre de 0,09%. Le risque de contamination des supports inertes n'est pas vraiment démontré. Devant un accident d'exposition au sang infecté par le VIH, bien sûr, on peut distinguer trois niveaux de risque en fonction de la nature d'exposition, soit un risque faible, soit intermédiaire, soit un risque important. Dans tous les cas, et devant un accident d'exposition au sang, il faut commencer par un nettoyage à l'eau et au savon blanc, suivi d'une exposition de moins 5 minutes par un antiseptique. Et il faut faire un bilan pour la personne source. Le statut sérologique n'est pas vraiment connu, et avec un bilan donc, de la personne exposée. Il faut bien suivre ultérieurement la personne exposée avec un risque intermédiaire ou bien un risque élevé. Et toujours, lorsqu'il s'agit d'un accident d'exposition au sang sur une personne infectée au VIH, il faut préconiser un traitement de 4 semaines après accident d'exposition au sang. Donc il faut mettre le traitement avant 48 heures et de façon optimale avant 4 heures. Et donc la prévention elle est vraiment essentielle donc, au niveau du bloc opératoire qui passe par les mesures de barrière, donc mettre des gants, des lunettes, des masques, la mise à disposition et gestion appropriée de conteneurs sécurisés pour les aiguilles et matériels courants et avec la vaccination donc, obligatoire et systématique de l'hépatite B. Le bio-nettoyage de la salle opératoire après la prise de charge d'un patient VIH fait l'objet d'une procédure vraiment renforcée. Si on veut conclure, bien sûr, lorsqu'on prend en charge des malades par rapport à un acte chirurgical, le médecin anesthésiste réanimateur il doit toujours prendre en considération la pathologie elle-même, le stade de la maladie et l'éventuelle présence de complications chroniques ou évolutives. Il faut prendre en considération le traitement antirétroviral. Il doit toujours peser le pour et le contre pour, soi-disant, décider d'arrêter ou bien de ne pas arrêter un traitement antirétroviral. Et merci pour votre attention. Merci. On remercie tous les participants, tous les communicants et même les étudiants qui ont assisté à ces 3 séances. Et à la prochaine, Inch'Allah.